La connaissance de tous les facteurs physiologiques impliqués dans la performance au handball est indispensable au projet de préparation physique. Pour cela, il faut avoir recours à une observation fine et avisée de divers indicateurs qui renseignent chacun à leur tour sur les capacités physiques sollicitées, les processus physiologiques impliqués et les modalités de leurs interventions au cours de l'effort. Commençons ainsi cette analyse par ce qu'on appelle les indicateurs internes de l'activité. L'un des indices les plus faciles à observer est la fréquence cardiaque. Des enregistrements effectués lors de matchs de haut niveau montrent qu'une intensité moyenne de l'ordre de 80 à 85% de la fréquence cardiaque maximale est maintenue pendant l'intégralité du match. Ainsi, si l'on considère ces premières données, c'est-à-dire une heure d'effort passée à 80-85% d'FC max, pour caractériser la charge physiologique représentée par un match, on s'aperçoit que celle-ci se rapproche des fréquences cardiaques relevées lors de courses longues sur 10 à 15 km. En se tenant ainsi à ces données, la logique de la préparation physique serait alors de travailler le développement de la capacité aérobie par des exercices d'endurance appropriés, à savoir de la course longue et continue. En revanche, lorsque l'on s'intéresse à la distribution des fréquences cardiaques en fonction de diverses plages d'intensité caractéristiques, on s'aperçoit que le joueur, toujours pour une fréquence moyenne aux alentours de 85%, passe de 40 à 50% du temps du match dans des intensités bien plus légères, c'est-à-dire inférieures à 75%. Il passe de 30 à 40% du temps dans les intensités attendues, c'est-à-dire sur la plage 75-90%. Mais surtout, il passe aussi de 10 à 25% du temps du match à de très hautes intensités, c'est-à-dire supérieures à 90% de la FC max. Ainsi, nous ne pouvons d'ores et déjà plus comparer l'effort du handball avec l'effort de la course de fond. Nous pouvons dire que cette sollicitation n'est pas maintenue et atteinte directement. En effet, le joueur n'évolue vraiment à cette intensité que pendant 20 à 25 minutes par match, et en revanche, le temps passé au-dessus de 90% de FC max, qui correspond à une intensité très proche de la VO2 max, représente de 6 à 15 minutes par match. Et enfin, le reste du temps, qui constitue souvent plus de 30 minutes, est dédié à des efforts de plus faible intensité, comme des récupérations sous forme marchée ou des replacements par exemple. Intégrons maintenant ces données dans un modèle théorique qui décrit l'évolution du temps de maintien d'un exercice musculaire en fonction de son intensité d'une manière exponentielle. Ce modèle laisse ainsi apparaître trois zones particulières. La première, concernant le travail à VO2 max, nous apprend qu'en moyenne, cette intensité, en puissance maximale aérobie, peut être soutenue au maximum de 5 à 10 minutes. Une deuxième zone remarquable est celle qui se situe aux alentours des 85% de la VO2 max et caractérise une intensité qui peut alors être soutenue de 20 à 45 minutes d'affilée. Cette zone fait aussi référence au concept de seuil anaérobie et détermine ce que l'on appelle la capacité aérobie. Enfin, la troisième zone, dite d'endurance fondamentale, renvoie à des intensités encore plus faibles, au-dessous de 75% de VO2 max, où le temps de maintien dépasse largement les 2 heures. Si l'on veut rester centré sur l'activité handball, certaines parties de la courbe peuvent être occultées, comme les efforts dépassant l'heure, et ceux à de très faibles intensités. Comparativement à ces données théoriques, le temps passé à une intensité proche du seuil anaérobie en match demeure relativement proche. En revanche, dans les intensités proches de la VO2 max, les exigences en match, même s'il ne s'agit pas d'efforts continus d'un seul bloc, sont alors 1 à 2 fois plus importantes que les capacités de maintien moyennes. Il paraîtra ainsi plus logique, à la vue de ces données, de privilégier le travail de développement de la VO2 plutôt que celui de la capacité aérobie. Voici maintenant d'autres données relatives aux indicateurs internes, tels que la concentration sanguine en lactate, qui témoignent de la contribution des processus anaérobies glycolytiques dans la fourniture d'énergie. Les valeurs varient considérablement, mais restent relativement modérées, avec des concentrations proches de celles caractérisant le seuil anaérobie, ce qui indique que globalement l'effort est peu lactique. Ceci aura ainsi une implication directe dans l'entraînement, et ainsi, tout comme pour la capacité aérobie, le travail lactique sera relégué au plan d'un objectif secondaire. En conclusion des informations données par l'analyse de ces indicateurs internes, nous pouvons dire que l'intensité moyenne des sollicitations aérobies de l'ordre de 85% ne représente finalement pas la modalité principale de l'effort. Ainsi, la capacité aérobie n'est pas le facteur essentiel de la performance aérobie en handball. Le temps passé à puissance maximale aérobie, de 6 à 15 minutes par match, doit en revanche retenir toute notre attention. Enfin,
la participation du métabolisme anaérobie lactique n'est pas suffisamment importante pour mériter un travail spécifique. Venons-en maintenant à l'analyse des indicateurs externes qui permettront également un apport d'éléments déterminants dans l'analyse de l'activité. Ces indices sont issus de l'observation détaillée de l'activité du joueur en termes de déplacement et d'actions caractéristiques effectuées. Voici par exemple le suivi de l'activité d'Ekel Mganem sur 2 minutes lors d'un match. La première donnée retenue est simplement la distance totale parcourue sur le match. Cette image représente ainsi tous les déplacements effectués par un ailier au cours d'une mi-temps. Selon les études, les distances totales moyennes parcourues varient entre 4 et 6 km par match, avec, comme vous le voyez, quelques différences en fonction des postes. De manière plus qualitative, comme cela est illustré sur les images d'Ekel, il est maintenant possible de reporter le nombre de chaque action caractéristique, ainsi que leur durée moyenne et leur durée totale sur le match. Ce premier tableau présente ainsi les données relatives aux déplacements hors handball en fonction de 3 types de postes. Sans devoir les détailler intégralement, notez que l'on observe par exemple chez les ailiers 6 minutes 30 d'arrêt de position, plus de 26 minutes dédiées à la marche et enfin plus de 4 minutes consacrées à la course lente, ce qui nous fait plus de 35 minutes passées dans des activités très faibles. Et ces valeurs sont d'ailleurs relativement semblables pour les autres postes également. Ensuite, concernant des déplacements à haute intensité, tels que des courses rapides et des sprints, on observe chez l'ailier plus d'une quarantaine de répétitions, autour de 25 répétitions chez les arrières et également une trentaine de répétitions chez le pivot et le 3 de défense. Voici un second tableau beaucoup plus fourni, centré sur les déplacements spécifiques handball en attaque. Notez que l'on observe plus d'une cinquantaine d'actions très intenses, telles que engagement, fixation ou 1 contre 1, quel que soit le profil du poste étudié. Enfin, ce dernier tableau présente les comportements spécifiques défensifs et décrit là aussi la présence de 100 à 150 actions très intenses et explosives. Pour terminer, un troisième niveau d'analyse de ces indices externes est celui du rapport de temps d'effort, temps de repos. Nous obtenons ainsi une durée moyenne d'effort de l'ordre de 10 secondes pour une durée de récupération quasi identique. Mais notez en revanche que les écarts types des distributions de ces actions révèlent une plus grande variabilité des durées d'effort comparativement aux durées de récupération, ce dont nous devrons tenir compte dans le travail physique. En conclusion des données apportées par l'analyse de ces indicateurs externes, nous pouvons dire que l'effort en handball se caractérise par une succession d'un très grand nombre d'actions très brèves et explosives, entrecoupées de périodes plus calmes de récupération d'une durée variable. Ces efforts explosifs très brefs constituent les éléments déterminants de la performance, puisque c'est ici que se fait la différence en match. La capacité à réitérer ces efforts avec un maximum d'intensité et dans un minimum de temps paraît donc être un critère d'efficience en handball. Enfin, il faut également savoir que la nature de ces efforts fait qu'ils sont très contraignants au niveau musculaire et articulaire. En résumé, nous pouvons maintenant dire que le handball, c'est un effort conséquent au niveau aérobie. Par contre, de manière plus paradoxale, cet effort conséquent est obtenu au travers d'une distance totale de déplacement de 4 à 6 km seulement, ou encore uniquement au travers de sollicitations musculaires très brèves, avec très peu d'efforts dépassant les 30 secondes. Ainsi, nous vient la question, comment est-ce que des efforts de type strictement anaérobie entraînent-ils un niveau de sollicitation aérobie si conséquent ? Pour répondre à cette interrogation, revenons sur l'énergétique des efforts courts et explosifs. Pour un exercice musculaire isolé comme ici, matérialisé par son intensité en ordonnée et sa durée en abscisse, les substrats concernés sont exclusivement les phosphagènes, c'est-à-dire les groupements ATP et phosphocréatine. Leur concentration diminue ainsi au fil de l'effort,
puis elle est progressivement restaurée lors de la récupération. Le mécanisme de fourniture énergétique ici est ainsi exclusivement anaérobie. En parallèle, l'énergétique des efforts longs nous apprend que pour des exercices de 2 à 3 minutes, l'organisme s'appuie sur l'utilisation de l'oxygène pour la fourniture de l'énergie. Dans le cas présent d'une répétition d'efforts courts et explosifs, l'organisme envisage une stratégie mixte de fourniture d'énergie aux muscles. Dans un premier temps, comme précédemment, les processus anaérobies assurent leur rôle et permettent la contraction musculaire. Cependant, à partir de quelques répétitions, et ce surtout si la durée de récupération était insuffisante, les réserves en phosphagène se retrouvent épuisées, ce qui se traduit d'ailleurs par une baisse de la performance musculaire. Ce moment critique coïncide alors avec l'entrée en jeu des processus aérobies qui viennent suppléer la déficience du métabolisme anaérobie et expliquent ainsi la participation de ce métabolisme dans l'enchaînement d'actions brèves qui, isolément, ne le solliciteraient pas. Autrement dit, la resynthèse des phosphagènes met d'autant plus en jeu les processus aérobies lors des phases de récupération, quand les efforts sont répétés et les récupérations plus courtes. Ainsi, plus concrètement, on imaginera que le niveau de VO2 restera faible lors d'efforts explosifs isolés, mais qu'à l'inverse, cette consommation d'oxygène atteindra un niveau conséquent si ces efforts sont plus rapprochés. Afin de dresser le profil général des qualités physiques impliquées au handball, replaçons maintenant ces données dans un axe à 3 dimensions, matérialisé par les qualités de force, de vitesse et d'endurance. À la vue de nos observations et de nos connaissances de l'activité, nous placerons ici le handballeur sur l'axe force-vitesse, c'est-à-dire plus vers la vitesse que la force. Sur l'axe vitesse-endurance, on sera beaucoup plus situé également du côté vitesse. Enfin, sur le dernier axe force-endurance, on se placera à mi-parcours, avec pour certains joueurs une trajectoire plus orientée vers la force que l'endurance. En termes d'objectifs de travail, la grande priorité, et cela est très important, sera de développer le versant constitutionnel de l'axe force-vitesse. Ce n'est que dans un second temps que l'on devra s'intéresser au versant énergétique du développement de ces qualités de force et de vitesse. En marge de ces déterminants physiologiques de la performance, il ne faut pas oublier que l'activité handball est une activité duelle, relativement violente, qui implique ainsi des contraintes articulaires, musculaires et tendineuses très importantes. Préparer le joueur à encaisser et à supporter ces chocs et ces contraintes constituera ainsi un deuxième axe très important de la préparation physique. Prenons maintenant l'ensemble des facteurs de la performance en handball et attribuons-leur une priorité en termes d'objectifs de développement et de temps à y consacrer. Tout en haut de la pyramide, nous avons évidemment le travail technico-tactique, suivi de près par le domaine psychologique et mental. Ensuite, nous avons les qualités de vitesse, d'explosivité et de force, puis les qualités ou les capacités à réitérer ces efforts explosifs, après lesquels on donnera également une importance considérable à la coordination et aux qualités de résistance aux chocs et aux charges d'entraînement, et enfin, en dernier, les capacités aérobie et anaérobie. En nous restrictant maintenant au domaine de la préparation physique, voici les priorités du travail. En 1, celui de la vitesse, de l'explosivité musculaire et de la force. En 2, celui de la capacité à réitérer ces efforts explosifs. En 3, celui de la coordination. En 4, le travail dédié à améliorer la résistance aux chocs et aux charges d'entraînement. Et en 5, celui de la capacité aérobie et anaérobie lactique. De manière plus formalisée, la préparation physique aura ainsi pour objectif d'améliorer la qualité de ses efforts brefs, de rendre le joueur capable de les réitérer dans le temps en préservant la qualité et l'efficience, d'améliorer la motricité et la coordination générale, d'éviter aux joueurs de se blesser et en augmenter la résistance aux chocs et aux traumatismes lors des matchs, et enfin d'entretenir les qualités aérobie et anaérobie lactiques.